Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous, bienvenue. Et avant tout, un grand merci d'assister à cette 8e édition de Think Éducation et Recherche, organisée par notre média, Newstank Éducation et Recherche, et puis notre site ouvert, Campus Matin. Alors, c'est un événement, vous l'avez sans doute vu, qui se déroule cette année encore au format hybride, avec donc 2 matinées à distance en webinaire. La première matinée en distanciel ayant eu lieu hier, et puis une journée en présentiel à Sorbonne Université demain, qui s'achèvera avec une allocution de Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, je tiens d'ailleurs au passage à remercier vivement tous les partenaires de Think, sans lesquels un tel événement, qui, je rappelle, est gratuit et ouvert à tous, serait tout simplement pas possible. Voilà, donc il est temps de rentrer peut-être dans le vif du sujet. J'ai donc le plaisir d'animer ce webinaire que nous avons intitulé « L'intégrité scientifique face aux défis d'une science ouverte sur la société ». Vaste sujet, c'est un thème, vous l'avez compris, qui fait écho à cette crise inédite du Covid-19 qui a généré tout d'abord une ouverture sans précédent, on peut le dire, des résultats de recherche vers des publics bien plus larges que les seuls cercles d'initiés. Et puis, c'est une crise qui a aussi quand même mis en lumière le rôle grandissant joué par les réseaux sociaux, donnant parfois le sentiment que la France comptait désormais 67 millions d'épidémiologistes en chef. Donc, un peu pour le meilleur et pour le pire aussi. Et puis, bien sûr, du côté des chercheurs, cette crise, elle a quand même révélé des manquements, on va le voir, parfois graves, à l'intégrité scientifique. Alors, comment assurer l'essor finalement d'une science ouverte, aussi ouverte, j'ai envie de dire, que respectueuse de l'intégrité scientifique? Comment accompagner les chercheurs pour mieux communiquer, pour expliquer la science au-delà de la sphère académique? Et puis, plus largement, comment redonner aux citoyens, et notamment aux jeunes, davantage confiance dans la science? Voilà, autant de questions passionnantes auxquelles on va tenter de répondre dans l'heure et quart qui vient, et ce, grâce à nos intervenants, que je remercie aussi vivement d'avoir accepté notre invitation, et que je vais donc tout de suite vous présenter. Je vais démarrer par celui qui n'est pas encore affiché à l'écran, mais il va bientôt se connecter, il a peut-être quelques soucis de connexion, mais c'est Bruno Lina. Bruno Lina, il est professeur de virologie à l'université Claude Bernard Lyon 1, et il est membre du COVARS, qui est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Nous avons avec nous, elle est bien connectée, Laure Darcos, bonjour, sénatrice, vice-présidente de la commission culture, éducation et communication au Sénat, et vous êtes également rapporteur, je le note, je le précise au passage, sur le budget de la recherche au Sénat. Voilà, Bruno Lina, je vous ai déjà présenté, Bruno Lina, mais merci voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous. On a aussi avec nous Olivier Legal, président bonjour Olivier, du conseil de l'Office, l'Office français de l'intégrité scientifique. Olivier Legal est également chercheur à l'Institut de recherche INRAE. Et puis nous avons enfin avec nous Christine Sampé, qui est directrice éditoriale adjointe du département des revues Elsevier-Masson. Elsevier étant notre partenaire sur ce webinaire aujourd'hui. Alors, juste avant de leur passer la parole, je rappelle juste en 2 mots à tous ceux qui nous suivent en direct de ne pas hésiter à poser des questions via le petit onglet questions qui est normalement en bas et à droite de votre écran. Et puis, vous pouvez chacun, que ce soit les intervenants ou les internautes connectés, aussi liker, comme on dit, les questions qui vous semblent les plus pertinentes et qu'on fera remonter aux intervenants. Les intervenants peuvent aussi répondre en direct par écrit s'ils le souhaitent à certaines questions qui leur seraient peut-être plus spécifiquement adressées. Et voilà, peut-être dernière consigne, n'hésitez pas à utiliser, que ce soit les intervenants ou aussi les internautes, le hashtag ThinkEdu2023 sur les réseaux sociaux pour signaler votre présence à ce webinaire ou relayer des moments forts de ce webinaire. Voilà, sans plus attendre, j'ai d'abord envie de donner la parole à un acteur qui a été et qui est encore fortement impliqué dans la lutte contre cette crise sanitaire, et ce, en lien avec les plus hautes sphères de l'État. C'est vous, Bruno Lina. Bruno Lina, donc, qu'on ne présente plus, je l'ai dit, professeur en virologie à l'université Claude Bernard Lyon 1. Vous avez aussi été membre, ça je ne l'ai pas précisé, de l'ex-conseil scientifique Covid-19, créé à la demande d'Emmanuel Macron. Et vous êtes actuellement membre du COVARS, ce nouveau comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui a récemment été mis en place aussi par le gouvernement. Donc voilà, peut-être Bruno Lina, pour démarrer, une question toute simple pour lancer le débat. Vous qui êtes au cœur de la machine, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous retenez personnellement de l'impact de cette crise du Covid-19 sur l'ouverture de la science,
quel impact sur l'intégrité scientifique? Qu'est-ce qui a changé sur ces deux sujets avec la Covid-19? Qu'est-ce qui vous a marqué? Peut-être qu'est-ce qui vous a agacé, voire même choqué aussi? Bruno Lina. Oui, d'abord bonjour à tous et à toutes. C'est difficile de répondre très rapidement à autant de questions. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, on a eu quand même, même s'il y a eu des freins à la communication autour de la science et au partage des informations, on voit bien qu'il y a quand même eu une diffusion de l'information qui a été assez rapide et surtout, comme il a fallu expliquer un certain nombre de prises de position, il a fallu, enfin, les actions qui ont été mises en place au début de l'épidémie, de la pandémie, ont été gigantesques en termes d'impact, et il a bien fallu expliquer. Donc, on a pu avoir, à un moment donné, des canaux qui nous permettaient de donner des informations scientifiques, mais dans un contexte qui était compliqué parce que c'était un contexte d'incertitude. Et ça a été un des premiers révélateurs, c'est de dire que finalement, à un moment donné, les gens qui posent des questions aux scientifiques veulent avoir des certitudes. Et le scientifique, notamment dans un contexte comme celui de la crise Covid, était d'abord pétri d'incertitudes. Et on avançait progressivement en accumulant de la connaissance. Et ça, c'est probablement quelque chose qui n'a pas été suffisamment montré au début. C'est-à-dire qu'on avait des éléments qui nous permettaient d'expliquer un certain nombre de choses, mais qui ne nous permettaient pas de faire face à une projection au-delà de probablement quelques semaines ou quelques mois. Et que donc, cette notion de connaissance évolutive, c'est quelque chose qui manifestement, en termes de communication, est un peu neuf et a permis à certains de progresser, on l'espère, dans la communication. La deuxième chose, c'est qu'il est impossible de confisquer le discours scientifique et il est souhaitable, et on le sait que dans les discussions scientifiques que l'on peut avoir entre nous, entre chercheurs, il est souhaitable qu'il y ait, qu'il y ait un peu des positions qui sont pas forcément en opposition, mais qui ne sont pas forcément consensuelles. Et c'est très sain d'avoir des discussions génériques sur un sujet scientifique. C'est ce qui permet d'avancer. Mais la difficulté, c'est que quand c'est mis sur la place publique et quand c'est en plus alimenté par des journalistes qui font interagir des scientifiques qui sont sur des points de vue différents et parfois avec des égos très, très fortement dimensionnés, on peut avoir l'impression d'une certaine cacophonie et on peut avoir aussi un message qui finit par être brouillé. Et on a vu cela pendant la pandémie, et c'est, vous parliez de moments d'agacement, c'est de temps en temps quelques moments où on est agacé par des bruits qui sont véhiculés par des scientifiques qui n'ont pas forcément la connaissance qui leur permettrait d'être au niveau de compétences nécessaires pour prendre certaines positions. Mais de nouveau, il ne s'agit pas de confisquer la communication, mais de savoir qui parle, avec quel niveau de connaissance et avec quel objectif. Donc, on a appris énormément de choses. Globalement, effectivement, vous le disiez, il y avait 65 millions d'épidémiologistes en France, dont je faisais partie, et bien que n'étant que virologue. Par contre, en revanche, j'ai appris à écouter et puis surtout à partager l'information et la communication entre scientifiques est aussi quelque chose qui a été extrêmement important, extrêmement riche. Et ça perdure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on arrive encore à garder des canaux de communication privilégiés extrêmement rapides qui permet à une information validée ou non validée d'être diffusée rapidement dans le monde scientifique, ce qui peut permettre de réagir mieux et plus vite aussi. Donc, beaucoup de points positifs en conséquence de cette épidémie sur la communication scientifique entre scientifiques, des points d'amélioration à voir avec la communication vers le grand public, et puis encore, bien évidemment, avoir beaucoup d'humilité parce que les certitudes d'un jour ne sont pas celles du lendemain, puisque forcément on accumule des connaissances. Et il y a aussi un enjeu qui est important, c'est de ne pas faire non plus de rétro-vérité, c'est-à-dire de ne pas trop lire un certain nombre de choses qui ont été décidées et qui ont été proposées précocement dans l'épidémie, avec la connaissance que l'on avait à ce moment-là, à la lumière de ce qu'on sait maintenant, en disant forcément tout le monde s'est trompé parce que tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Non, on ne savait pas ce qu'il fallait faire et on a vécu progressivement en améliorant nos connaissances et en espérant d'améliorer aussi l'ensemble de la prise en charge de cette crise. Et puis, il y a un mot qui n'est pas le mien, mais qui est repris souvent, c'est que de toute façon, dans ce genre de crise, à la fin, c'est toujours la science qui gagne.
Très bien. On a vu effectivement par votre propos introductif qui était très intéressant, notamment les enjeux sur la communication scientifique. J'aimerais peut-être vous faire réagir avant de passer la parole ensuite à Laure Darcos sur les questions vraiment plus d'intégrité scientifique mise en lumière par cette crise. Qu'est-ce que vous retenez est-ce qu'effectivement, avant, c'était un peu caché et là, ça a été révélé par la crise Covid? Est-ce qu'il y a des exemples concrets alors, on pense tous à peut-être un IHU à Marseille, sans citer personne parce qu'on ne veut pas de procès, mais voilà, qu'est-ce qui vous a marqué sur vraiment le côté vraiment intégrité scientifique durant cette crise Covid? Parce qu'il y avait aussi une pression à publier vite. Donc voilà, ça peut pousser aussi à certaines dérives. Oui, alors il ne faut pas confondre un problème d'intégrité et puis des hypothèses qui ne se confirment pas. Hein, il y a un certain nombre de personnes qui avaient des hypothèses qui ne se sont pas confirmées sur des traitements, sur des prises en charge thérapeutiques, sur d'une manière générale, sur la sévérité de la maladie ou l'absence de sévérité de la maladie. Donc on a je dirais presque le devoir ou la possibilité en tout cas de se tromper. Hein. Plus on se trompe, plus on a de chance d'avoir raison après. Donc ça c'est un premier levier. Et le deuxième levier qui est vraiment la question que vous posez, c'est les messages ou les résultats scientifiques qui sont publiés, bien que connus comme erronés de la part de la personne qui émet ce genre de résultats. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une certaine dérive qui existe depuis longtemps dans le monde scientifique. On sait que des faux, il en a été fait notamment dans le monde des maladies infectieuses, hein, sur l'histoire du vaccin contre la rougeole, ça c'est un faux délibéré. Il y en a d'autres qui sont des erreurs d'interprétation et de nouveau, je ne mets pas les choses au même niveau, hein, c'est plus d'autres incidents sur la vaccination. Mais ce qui a été un petit peu compliqué à gérer, c'est que des personnes qui effectivement n'avaient pas une intégrité scientifique complète, je dirais, on retrouvait des échos sur certains réseaux sociaux, notamment dans ce que l'on peut appeler assez vaguement, et on peut y mettre beaucoup de choses là-dedans, mais dans la complosphère, en quelque sorte. Et il y a eu un certain écho sur des résultats erronés, des résultats qui avaient été faussés sciemment, qui ont été repris par un certain nombre de personnes qui développent des stratégies de complotistes derrière avec toujours une finalité. Donc, ça a été mis très en lumière, beaucoup plus que d'habitude, mais la fraude scientifique, elle existe depuis longtemps. Elle est traquée, on la voit, on la trouve de mieux en mieux, mais parfois c'est très difficile de débusquer l'ensemble des fraudes. Et effectivement, on voit que l'image, en quelque sorte, du scientifique peut sortir ternie lorsque l'on a des débats qui s'installent entre un certain nombre de scientifiques et on se rend compte que l'un d'entre eux, par exemple, a fraudé sur des résultats et que ça devient manifeste, eh bien, on voit que globalement, ça rejaillit négativement sur l'ensemble de la communauté scientifique et c'est dommage. Donc, un travail en interne chez nous est à faire et reste à faire, mais ça a eu l'avantage peut-être de le mettre en lumière de façon un peu plus crue que ça ne l'était avant. Maintenant, il faut qu'on corrige le tir pour éviter que ce genre de fraude puisse prendre de l'ampleur et puis puisse conduire surtout à des prises de position en termes de santé qui mettent en péril les patients. C'est ça le problème le plus important. Merci Bruno Lina pour ce propos introductif. Je vais d'abord maintenant me tourner vers Laure Darcos. Hein. Je rappelle donc que vous êtes sénatrice Les Républicains, vice-présidente de cette commission en charge de différents sujets, culture, éducation et communication, et rapporteur sur le budget de la recherche. Et donc, dans le cadre, effectivement, de votre fonction de sénatrice, vous vous êtes intéressée de très près à ces sujets de la science ouverte et de l'intégrité scientifique. Hein. Vous avez même, je crois, activement participé à des rapports parlementaires sur ces sujets. Alors là aussi, une question toute simple pour lancer ce tour de table. Suite à ces travaux parlementaires sur la science ouverte et l'intégrité scientifique, quel constat vous avez dressé? Est-ce qu'il est alarmant? Et puis surtout, qu'est-ce que vous préconisez? Laure Darcos. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Je suis ravie en tout cas de participer à cette table ronde et je pense que Monsieur Lina a posé véritablement
le paysage. Je voudrais revenir juste 2 secondes parce que moi, je l'ai vécu, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière, tout en ayant la chance de côtoyer beaucoup de professeurs et de scientifiques pendant cette crise Covid. Je me suis retrouvée quasiment, je suis en lien direct avec la population, on va dire, avec les élus, mais également les habitants. C'est comme si, pendant la période Covid, on avait 65 millions d'experts du Covid et de ce genre de virus, à cause justement de cette, alors pas simplement blogosphère, hein, complosphère en fait, mais également de toutes ces émissions en permanence sur le sujet. Et j'ai, à titre personnel, été extrêmement choquée quand, à un moment donné, on nous a demandé, nous, parlementaires, de prendre position pour ou contre, justement, un grand professeur marseillais, notre avis sur l'hydroxychloroquine, alors que je ne suis moi-même même pas scientifique de formation. Ça m'a profondément choquée. Parce que, bien évidemment, il faut que ça reste au cœur, en fait, du monde scientifique et qu'il y ait en effet des débats, comme l'a dit M. Lina, sur les avancées, c'est très important, mais attention à ce qui est ensuite divulgué au grand public, où en effet, à ce moment-là, les gens prennent pour argent comptant en fait certaines théories. Pourquoi je vous dis que j'ai eu la chance d'être à l'intérieur, c'est que je fais aussi partie de l'Office parlementaire des évaluations scientifiques et technologiques. Et dans ce cadre, vous savez, c'est 17 députés, 17 sénateurs, et on a eu beaucoup de très belles auditions avec des épidémiologistes et avec des grands experts. Et on a suivi, bien évidemment, l'avancée de tous les comités scientifiques et même de l'Institut Pasteur, des vaccins. Et à chaque fois, bien évidemment, on avait, nous, alors déjà, bien évidemment, cette humilité de n'être que spectateur, mais aussi de vouloir simplement les encourager à continuer à travailler de manière confidentielle ou en tout cas interne au monde scientifique avant de pouvoir promulguer leurs résultats. Vous vous souvenez d'ailleurs, on en avait, nous, fait état en commission, il y avait eu un article dans Nature qui avait été retiré. Ça montre bien qu'on est au cœur du sujet, qu'on ne peut pas non plus tout laisser en accès libre, hein, et cette science ouverte sur la société, elle est bien sûr fondamentale. Il faut bien évidemment que les scientifiques puissent vulgariser les avancées de la science, mais cette culture scientifique qu'on demande et qui a été mise, vous savez, dans la loi de programmation de la recherche, j'y ai je me suis beaucoup battue pour ça, et aujourd'hui, dans les budgets, dans les appels à projets de l'Agence nationale pour la recherche, 1% des appels à projets doivent en fait être dans ce cadre de la culture scientifique, et il y a de très beaux projets qui ont été… Je crois même que vous vouliez 2%. Alors, on voulait 2%, voilà, mais 1% déjà, si on y arrive, c'est très bien, mais ça permet, si vous voulez, à ce moment-là, de véhiculer une culture scientifique qui a été avérée, voilà. Et on a vraiment été, du coup, pendant ce Covid, comme l'a dit M. Lina, en prise directe avec un sujet qui touchait bien évidemment le monde entier, toute la planète, et avec en effet ce problème des fausses informations, de résultats erronés, et voir simplement de cette évaluation qui devait être faite en toute intégrité. On a également, mais on en reparlera, j'imagine, avec M. Le Gall, on avait demandé, nous, dans la loi de programmation de la recherche, que l'Office français scientifique, enfin de l'intégrité scientifique, puisse être indépendant de l'HRS, parce qu'il nous paraissait essentiel que cet office puisse avoir vraiment toute latitude, toute liberté de pouvoir exercer leur mandat, entre guillemets, par rapport au HRS qui évalue, comme vous le savez, tous les établissements et les universités. Donc tout ça, voilà, je résume, après on en pourra revenir bien sûr dans les détails, mais en tant que parlementaire et à dire en tant que citoyenne, ça a été extrêmement violent, et je pense qu'il faut toujours sortir quelque chose de bénéfique de ces crises, et je pense que du coup on est au cœur de ce sujet, de dire que essayer d'apprendre à nos concitoyens à aimer la science, mais surtout à aimer les scientifiques qui y travaillent, est un enjeu, à mon avis, des prochaines décennies très, très importantes. Et sans compter, mais ça, on sort du sujet,
que je me suis battue pour qu'on remette les maths au lycée dans le tronc commun, parce que bien évidemment, depuis 2 ans où les maths n'étaient plus au tronc commun, nous avons vu baisser de manière fulgurante toutes les entrées dans les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs, mais c'est de manière abyssale. Et donc, il faudra aussi préparer les scientifiques de demain. Voilà, pardon d'avoir été peut-être un peu longue. Non, et puis c'est vrai que bon, ce sujet qu'on traite aussi, qu'on suit de près à Newstank sur l'enseignement des mathématiques, bon, finalement, c'est aussi la culture scientifique et il y a peut-être aussi un défaut de culture scientifique qui permet à ces théories complotistes d'avoir plus d'impact au sein de la population, au sein des jeunes aussi, puisque c'est un peu de tous âges. Juste peut-être nous préciser pour essayer de concrétiser, quand vous dites que ça a été très violent, c'était combien je sais pas, de mails par jour, d'insultes, d'attaques, enfin, un ordre de grandeur, non, pour que les gens comprennent, voilà, une sénatrice dans cette crise Covid, comment ça s'est ça a été très attaqué aussi. Oui, tout à fait. Non, alors nous, après notre rapport sur la science ouverte, on a été attaqué par certains, entre guillemets, quelques établissements publics qui prônent la science ouverte et la licence libre à tout va. Mais pendant le Covid, surtout notamment quand on a été obligé de voter l'état d'urgence ou les vaccins, c'était de l'ordre de 1 millier de mails par jour, d'insultes. Ça pouvait aller jusqu'à des menaces physiques. D'ailleurs, quand même, notre président Larcher s'est porté partie civile pour nous tous après des mails incessants d'un monsieur qui ne s'en cachait pas en disant qu'il savait où on travaillait, qu'il viendrait nous tuer avec ses petits camarades qui défilaient le samedi. Donc, on a porté plainte et ça a été jusqu'à son terme. Mais ça a été en effet très, très, très violent parce que finalement, on avait l'impression qu'on était le courroie de transmission pour accéder en fait à ces scientifiques qui se posaient des questions et qui en effet ne donnaient pas satisfaction à l'ensemble de l'opinion publique tout de suite de dire, voilà, c'est en effet un vaccin proche de celui de la rougeole qu'il nous faut, ou alors les vaccins, c'est pas bon, et comme pour les vaccins pour les enfantins, pour les vaccins, vous savez, les 11 vaccins qu'on doit faire dans la première année de sa vie, on s'est retrouvé vraiment confronté à tous ces complotistes de tous bords qui mettaient en doute absolument toute décision scientifique, mais du coup, forcément validé par des parlementaires qui se posaient bien sûr beaucoup de questions et on n'a pas eu des décisions faciles à prendre, notamment concernant les soignants. Vous souvenez-vous, quand ils ne se faisaient pas vacciner, de ne plus exercer, notamment dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Tout ça, c'était des situations difficiles pour nous, mais on les assume, c'est notre mandat. Mais on était en effet en première ligne pour recevoir beaucoup d'insultes de part et d'autre. Merci Lord Arcos en plus pour ces éléments finalement de témoignage aussi qui sont importants au-delà de l'analyse de la situation. On a vu concrètement effectivement comment ça se passe pour une sénatrice. On reviendra un peu plus tard dans la conversation sur aussi peut-être le combat que vous menez pour les éditeurs indépendants, peut-être après avoir entendu Christine Aimé Sampé d'Elzévir. Pour l'instant, je vais passer la parole, je vais me tourner vers Olivier Le Gall. Je rappelle que vous présidez donc ce COFIS. On aime bien les acronymes dans le monde de la recherche. On en a encore un nouveau là, le Conseil de l'Office français de l'intégrité scientifique. Vous êtes chercheur aussi donc à INRAE, je le disais. Et, il faut préciser peut-être qu'INRAE est aussi un organisme de recherche pionnier en France sur le développement de la science ouverte. Mais là, je vais peut-être vous faire réagir sous votre casquette COFIS avec une question là aussi toute simple. Est-ce que, selon vous, qui présidez ce COFIS, la France est aujourd'hui à la hauteur dans la lutte contre la fraude scientifique, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Et puis, peut-être une autre question qui a été évoquée déjà dans l'onglet questions, et donc que je relaye et que je reformule un petit peu. Est-ce qu'il y a des liens particuliers entre science ouverte et intégrité scientifique? Et la science ouverte, est-ce qu'elle peut aussi générer, par exemple, de nouveaux types de fraude? On entend parler d'open fraud. Olivier Le Gall. Donc bonjour, merci et merci à Bruno Lina d'avoir bien brossé le paysage de ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Alors Darcos pour avoir complété, effectivement on avait interagi au moment de la programmation de la loi de programmation de la recherche là, en amont de la loi là,
réfléchir à la place que prenait l'intégrité scientifique dans cette loi de programmation de la recherche et constater qu'à la fin, effectivement, la notion d'intégrité scientifique entre dans le code de la recherche, entre dans le code de l'éducation avec le serment doctoral qui commence à entrer en œuvre là. Et donc un travail très important qui fait que, donc pour répondre à votre première question sur est-ce qu'on en fait assez? Non, on n'en fait jamais assez. Donc la réponse, elle est non. Est-ce qu'on est à la hauteur? Non, on n'est jamais à la hauteur parce que il n'y a pas que la fraude. Il y a disons, un noyau de méconduite qui s'appelle la fraude et qui est volontaire. Des chercheurs qui fabriquent des résultats, qui falsifient, qui plagient d'autres auteurs. Ça, c'est le cœur de la fraude, on va dire. Et puis, il y a tout un ensemble de pratiques de recherche qui ne sont pas à proprement parler de la fraude, mais qui sont des méconduites, qui peuvent être volontaires, pas volontaires, conscientes, pas conscientes, poussées par un système qui pousse qui pousse les chercheurs et qui les met sous pression ou pas, etc. On est un système sous pression quand on est chercheur, on est sous pression de toute façon par tous les bouts. On est dans un système de compétition internationale, de coopétition internationale. Bon, voilà. Et donc tout cet ensemble-là, dont on n'a pas conscience complètement des limites, parce qu'en fait, c'est en réfléchissant de plus en plus, c'est la partie réflexive de l'intégrité scientifique qui n'est pas équivalente à la fraude, puisque c'est l'inverse, mais c'est la réflexion sur comment devrait être un système de recherche, un système d'acquisition de la connaissance et de construction de la connaissance, si pour éviter cette zone grise-là, et ben les bords de la zone grise, il y a des choses qui sont admises à un moment donné et qui ensuite on réalise non mais ça c'est quand même pas terrible, et puis il y a des nouveaux systèmes des nouveaux champs de réflexion qui s'ouvrent aussi parce que la science évolue et donc par exemple les processus d'ouverture de la science qui sont en cours en ce moment, favorisés, en prenant l'opportunité des technologies de l'information et de la communication notamment, pour revenir finalement à l'essence de ce qu'est la science, qui est l'élaboration d'une connaissance et son partage pour le bien collectif. Voilà. Pour revenir à ça, du coup, on va partager les données, on va partager les publications, on s'aperçoit que des publications qui sont en accès uniquement pour un petit cercle d'initiés avec un processus de validation par les pairs et qui est en accès complètement fermé, complètement confidentiel, c'est peut-être la pratique qu'on a par exemple aujourd'hui, mais typiquement on est peut-être dans la zone grise de choses de pratiques qui, vues de l'extérieur de la société, on fait aussi partie de l'extérieur de la société parce qu'on est citoyen par ailleurs, et pas quelque chose d'absolument terrible et peut-être une méconduite collective. Et donc ouvrir la science, c'est peut-être lever cette méconduite collective. Donc oui, ça va permettre, par exemple, le processus d'ouverture de la science va permettre par exemple, de confronter ce que prétend tel chercheur avec la réalité de ces données, puisqu'elles seront ouvertes, on peut les vérifier, à condition qu'ils ne les aient pas falsifiées, bien sûr, mais on peut aller vérifier, on peut aller refaire les calculs, on peut aller les réutiliser, les recontextualiser différemment, etc. Donc oui, ça va participer en un sens à un processus de solidification des processus scientifiques. On peut penser aussi, par exemple, que l'ouverture du système d'évaluation par les pairs et sa plus grande transparence pourrait participer aussi à la solidification de l'ensemble du processus. Et puis, vous avez eu raison de le dire, on explore ça dans un projet qui est soutenu par la Commission européenne en ce moment, qui s'appelle Responsible Open Science in Europe. Dans ce projet ROSI, qui est coordonné par l'Université d'Oslo, on fait un travail justement pour essayer d'anticiper le type de problèmes que pourrait poser l'ouverture de la science, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles formes de fraude? Est-ce que, intrinsèquement, en ouvrant, par exemple, on n'élargit pas de manière peut-être un peu paradoxale, mais on n'élargit pas le fossé digital en mettant à disposition de tous des jeux de données de recherche énormes? Est-ce que les premiers qui les utiliseront, ces jeux de données, ce n'est pas ceux qui sont déjà aujourd'hui les mieux dotés, c'est-à-dire par exemple les GAFAM, par exemple les grands États, par exemple les grands laboratoires dans les grands États, plutôt que ceux qu'on aurait voulu au contraire cibler comme étant
des acteurs moins dotés aujourd'hui, et qui, comme ça, ils pourront bénéficier de données de recherche, par exemple. Ah oui, mais s'ils n'ont pas les capacités à les exploiter, en fait, on les met en situation encore plus vulnérable. Voilà. Donc, toutes ces réflexions-là, on les a dans le projet ROSI. Ce qu'on a vu sur la période Covid, je vais terminer avec ça, c'est justement l'ouverture. La science qui a fonctionné, c'est un peu ce que décrivait Bruno Lina, la science qui a fonctionné à capot ouvert. Et donc, on voyait, en tant que citoyen, on voyait sur la science biomédicale, en l'occurrence, on voyait peut-être pour la première fois, avec cette rapidité, se mettre en place tout un ensemble de connaissances. Je rappelle, le virus a été séquencé en l'espace de 2 semaines ou 1 semaine. C'est incroyable. Moi, je suis virologue aussi, virologue des plantes. Et c'est incroyable de voir qu'en l'espace de 15 jours, un virus qui était inconnu de la science, d'un seul coup, on connaît son génome est séquencé entier. Il est gros pour un virus, il est entièrement séquencé. En l'espace de 1 an, on a fabriqué des vaccins. Enfin, c'est juste incroyable. Et on a vu ça se fabriquer à cœur ouvert. Et par conséquent, on a vu aussi les petits arrangements, on a vu aussi les fraudes, on a vu aussi les méconduites, on a vu tout un tas de choses apparaître. Et on a vu, et donc on a pu être choqué par ça, bien sûr. Mais on a vu aussi que, par exemple, la connaissance est différente de l'information. Un article scientifique, c'est une information. Ça participe à l'élaboration d'une connaissance, mais ça doit être agrégé pour constituer une connaissance utilisable en tant que telle. Et donc, l'importance d'un article scientifique, elle est à relativiser en tout état de cause. Il y en a qui sont très importants, mais c'est à relativiser en tout état de cause. Voilà. Et donc on a vu toutes ces choses-là se mettre en place. On a vu l'utilisation des préprints, par exemple, des prépublications, qui est beaucoup utilisée dans certains champs de sciences, comme en informatique, en mathématiques, etc., et qu'il l'était beaucoup moins en physique et qu'il était beaucoup moins dans le domaine biomédical. On a vu son émergence dans le domaine biomédical. C'est sans doute quelque chose de positif. C'est un nouveau phénomène qu'il faut qu'on apprivoise tous. Et ce n'est pas juste le fait qu'un préprint ne soit pas encore peer-reviewé, c'est aussi parce qu'il y a des articles peer-reviewés qui sont du pipeau. Et donc le processus de peer-review est important, mais ce n'est pas un étalon or, là. Voilà. On a vu ces choses-là émerger. Il faut qu'ensemble, on apprivoise ces trucs-là pour savoir comment est-ce que, par exemple, le processus qui fait qu'une information, un article scientifique devient une connaissance, et ça, c'est un processus de maturation qui est important. Donc, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit dans ce projet Responsible Open Science in Europe, ROSI, qui est donc piloté par l'Université d'Oslo, mais on y réfléchit aussi dans d'autres contextes. On avait organisé entre l'Office et le COSO, un petit peu avant la crise sanitaire, en 2019, on avait organisé un premier colloque intégrité scientifique et sciences ouvertes. On avait commencé à ouvrir quelques pistes dans ce sens-là avec le COSO, qui est le Conseil pour la science ouverte. Vous avez répondu à une question, il y a beaucoup de gens qui demandaient que veut dire l'acronyme ROSI, mais Responsible Open Science in Europe, c'est ça. Et je remercie les internautes qui ont mis le lien vers la page du projet, donc vous pouvez aller voir effectivement. Le site web n'est pas aussi alimenté qu'il pourrait ou devrait l'être. On produit nos livrables directement aussi auprès de l'Europe, voilà, et puis on est en train de les mettre, les gens du projet, en place. Puis on a un fil Twitter aussi. Ok, un grand merci Olivier Legal pour toutes ces informations. Je vais me tourner vers la 4e intervenante du jour. C'est vous, Christine Sampé. Alors je rappelle, vous êtes la directrice éditoriale adjointe du département des revues Elsevier Masson, et c'est important pour nous d'avoir une représentante des éditeurs scientifiques à ce webinaire, puisqu'on voit bien que ces questions de science ouverte, d'intégrité scientifique tournent quand même beaucoup autour des publications scientifiques, qui sont d'ailleurs au cœur de votre métier d'éditrice scientifique. Alors, peut-être, dites-nous en quelques mots comment un éditeur scientifique comme Elsevier agit très concrètement pour que les articles scientifiques que vous publiez dans vos revues
soit davantage en accès ouvert d'abord, et puis aussi pour garantir aux lecteurs que les résultats présentés dans les publications sont fiables, dignes de confiance. C'est d'ailleurs une des questions qui a été posée dans l'onglet questions, et je remercie la personne qui l'a posée. Elle demande un peu comment on fait pour sélectionner les bonnes informations. Parce que c'est vrai que dans cette masse d'informations, ce n'est pas toujours facile. On a peut-être un petit peu évoqué les revues prédatrices. Hein. On y reviendra peut-être avec Bruno Lina plus tard. Voilà, Christine Aimé, Elsevier fait quoi pour la science ouverte et le respect de l'intégrité? Merci beaucoup de me donner la parole. Et puis, oui, juste pour dire, je suis globalement tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, et la crise sanitaire a mis en avant ces différents points qu'on a vus. Et pour nous, éditeurs, une des choses qui a été impressionnante, c'est bien sûr cette science ouverte sur la société, mais c'est par exemple la masse d'informations qu'on a reçues. Nous, on s'apporte à diffuser cette information scientifique, et on va revenir sur, parce que je pense que pour nous, c'est très important qu'il y ait la qualité, qu'il y ait la rigueur et qu'il y ait l'expertise des données. Mais il y a eu toutes ces données, effectivement, qui ont été déposées dans des préprints. Je crois qu'entre janvier et juin 2020, il y a eu plus de 15 000 préprints, articles qui ont été déposés. Et donc ça nous a posé une vraie question, c'est comment on gère cette information qui, quelque part, n'est pas validée. Parce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est important, c'était important que cette donnée, elle soit accessible parce qu'on avait besoin de répondre à des exigences économique, de prendre des décisions sur est-ce qu'on confine les gens, est-ce qu'on met un masque, comment on avance sur de la thérapeutique. Mais en même temps, il ne fallait pas passer une mésinformation ou une fausse science, quoi. Et donc, je pense que nous, on est encore très, très attachés à ce qu'on appelle, on en a parlé, Olivier Legal en a parlé, cette expertise par les pairs. Et on fait tout chez nous, on met à la fois en place des outils et on travaille avec les rédacteurs de nos rédactions qui désignent qu'on appelle des reviewers qui vont faire cette expertise. C'est-à-dire quand on va recevoir des manuscrits, on va les envoyer à des experts qui vont nous donner leur avis. Ça permet d'avoir un débat sur cette science qui est proposée. Alors, on pourra reparler. Il y a différents types de peer reviewing. Le plus classique chez nous, c'est ce qu'on appelle une analyse anonymisée, c'est-à-dire que ou bien simple ou double, c'est-à-dire que à la fois, quand c'est simple, c'est-à-dire que le reviewer sait qui est l'auteur, mais pas vice-versa. Et quand c'est double anonymisation, ni l'un ni l'autre ne sache. Mais cette expertise qui est donnée, elle est redonnée uniquement à l'auteur, qui va accepter ou pas de faire ses corrections. Et puis, on va voir ensuite, il y a un processus d'acceptation ou de refus. Actuellement, ce qu'on voit aussi, parce que nous, on s'est bien rendu compte qu'il fallait aussi que les modèles changent et les modèles évoluent. Et on travaille aussi sur ce qu'on appelle de l'open peer review. Il y a un certain nombre de revues qui font déjà ça chez nous. Il y a eLife qui fait ça, c'est-à-dire qu'on va publier, pour savoir cette transparence, on va publier les commentaires qui sont faits par les reviewers. Donc, ça permet aussi aux gens de se faire un avis sur ça. Et puis, cette masse d'informations qui a été déposée dans ces préprints, mais aussi ce que nous, Elsevier, on a pu faire pour participer à cette science ouverte. Je vous rappelle que, par exemple, et on l'avait déjà fait pour les tremblements de terre à Haïti ou pour Ebola, ou on le fait là pour la variole du singe, c'est qu'on a ouvert ces contenus. On a ouvert ces contenus validés. Pour nous, c'était important dans le hub Covid qu'on a mis en place. Il y a eu plus de 50 000 articles ou données qui ont été déposées, qui ont donné lieu à plus de 175 millions de téléchargements. Donc, on voit l'intérêt. Et c'est en ça aussi que nous, éditeurs, on participe aussi à cette science ouverte, mais cette science ouverte vraiment où on s'attache à mettre ce critère de qualité et de rigueur scientifique. Et peut-être dans d'autres initiatives où Elsevier et d'autres éditeurs scientifiques participent à cette science ouverte qui nous semble importante. C'est dans le cadre, par exemple, de la licence Couperin, du consortium Couperin, on a accepté, par exemple, de redéposer ces articles qui donc ont été peer-reviewés, déposer le manuscrit dans les archives ouvertes que sont WAL. Chose que les auteurs pouvaient faire spontanément, c'est-à-dire de déposer leur version acceptée manuscrite dans ces dossiers, mais qui ne le faisaient pas forcément spontanément. Et donc ça, c'est une partie de notre contribution. Alors, je vais pas tout vous citer, mais quand vous soumettez un article chez Elsevier, une fois qu'il est accepté, on va vous donner un petit lien qui, pendant 50 jours, va vous permettre de partager votre information avec qui vous voulez, ou vous pouvez le déposer dans un réseau social, parce que c'est vrai que ce qui a été frappant pour nous, c'était de voir cette ouverture à la science. Et même, je pense à une étude qu'on a faite avec l'Economist Impact, où les scientifiques se sont rendus compte d'une évolution de leur métier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement besoin de travailler entre eux, mais ils ont maintenant besoin aussi d'expliquer tous leurs travaux. Et c'était étonnant de voir que moi, ce qui m'a frappé, c'est
aspect un peu négatif qu'avaient les gens, la perception un peu négative que parfois on a eu de la science quand on voit que les jeunes, que seulement 30% des jeunes dans l'étude Jean Jaurès ont une vision positive de la science. J'étais très, très surprise. Au fond, moi, ma formation initiale, je suis éditrice, mais je suis chercheur à la base. Donc, j'ai participé, j'ai été dans cette atmosphère, enfin, dans cette discipline, j'ai soumis des papiers, j'ai participé au peer reviewing et j'ai plutôt un avis positif sur la connaissance qu'elle peut apporter à la société. Et là, on se retrouve avec cet avis négatif, enfin, cet sentiment. Et ça, il faut vraiment qu'on aide aussi, je pense, les chercheurs, ils ont pris conscience de ça. Dans l'étude dont je parlais tout à l'heure et qui est en ligne, les chercheurs ont pris connaissance qu'il faut aussi peut-être qu'ils fassent évoluer leur manière leur rapport à la communication, à l'information scientifique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Cette étude nous a permis d'identifier un certain nombre de choses sur lesquelles on peut essayer d'apporter quelque chose. Ce que je voulais peut-être dire, c'était revenir aussi sur le peer reviewing, c'est que c'est un travail qui est très chronophage. Ça demande beaucoup. Alors, non seulement il faut identifier les bonnes personnes, et pour ça, on fournit des outils à nos rédactions, mais ça demande du temps. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrive à la reconnaissance, parce que je reste persuadée qu'on a besoin de l'intégrité scientifique pour avoir une bonne science ouverte, c'est-à-dire pour que cette science qui soit ouverte à tous, elle soit quand même validée d'une certaine manière. Donc, je pense aussi que c'est important qu'on reconnaisse ce travail. C'est important de former, notamment les jeunes chercheurs qui souhaitent participer à ce peer reviewing. Et nous, par exemple, on met en place ce qu'on appelle du mentoring. On fait ça sur certaines revues, où on met en binôme un jeune qui souhaite faire du peer reviewing et des gens qui sont plus aguerris. Et on va petit à petit les former à ce travail d'expertise qui n'est pas facile. Et puis, la chose aussi sur laquelle il faudrait qu'on travaille, c'est la confiance qu'on peut avoir dans le peer reviewing. C'est qu'est-ce que finalement ça va vraiment apporter à la science et aux données. Donc ça, c'est plutôt la partie, je dirais, en amont de la publication scientifique. Et puis, on en a un petit peu parlé, il y a ce problème de fraude qui parfois est massive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les paper mills, qui sont ces structures parfois privées et qui se mettent à écrire via de l'argent pour des auteurs pas forcément très honnêtes, des papiers en utilisant des données, parfois de la fausse science, et qui nous soumettent de manière massive ces articles. Typiquement, je crois que sur les 3000 articles, pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 2,5 millions d'articles qui nous sont soumis, on en rejette 80%. Mais dans les restes des articles qui sont publiés en 2021, c'était à peu près 600 000 articles, dont 120 000 sont directement de ce qu'on appelle du Gold Open Access, c'est-à-dire que l'auteur va payer ou l'institution va payer pour que ça soit ouvert. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Oui, on a, après l'acceptation, on se rend compte qu'il y a encore, on peut détecter des fraudes. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi cette action de la société scientifique, d'autres papiers qui vont aussi nous signaler qu'il y a des choses, des misconduites. Ça peut être des problèmes d'autorat ou vraiment des problèmes de données. Et là, on est en train de mettre en place des outils qui doivent nous aider à faire ce qu'on appelle des rétractations, c'est-à-dire rejeter et signifier que ces articles vraiment posent un problème à la communauté scientifique. Donc, je crois que pour nous, c'est très, très lié. Et une chose aussi pour laquelle je me suis rendu compte pendant cette crise, cette pandémie Covid, c'est que le temps de la science, qui pour moi était un temps quand même, en tout cas en sciences biomédicales, un peu de la réflexion, un peu quand même de prendre son temps, c'était plus ça du tout. C'est-à-dire que moi, je recevais aussi, alors peut-être pas autant que Madame Darcos, mais moi, je recevais des mails le soir d'auteurs qui me disaient « Christine, on a soumis un papier, là, il faut qu'en 48 heures, ça soit mis en ligne. » Et là, on se disait « Ben non, parce qu'il faut quand même qu'on prenne le temps de les regarder, de les relire. » Mais en même temps, on comprenait cette urgence de devoir donner l'accès aux données. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu donner des éclaircissements, mais je pense que c'est ces deux paramètres qui, pour nous, sont très importants et qui sont un peu l'ADN, pour moi, des éditeurs scientifiques. C'est cette validation, c'est cet archivage, c'est ce respect quand même et c'est cette intégrité scientifique qui, pour moi, est vraiment très, très important. Mais, voilà. Merci. Oui, allez-y. Oui, j'ai vu la question. En fait, c'est un ensemble d'universités avec lequel on discute et on négocie une licence pour avoir accès à nos contenus. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet un accès égal à plein d'universités. Alors, il y en a des grosses, il y en a des petites, mais au moins, ils ont tous accès. Parce que là aussi, peut-être j'en ai pas parlé, où il faut qu'on fasse attention, c'est le biais qu'on peut mettre dans l'accès aussi à la science et le biais que pourrait poser, par exemple, l'open peer review. Peut-être ça pourrait être un problème si les gens voient n'importe quoi, l'origine des auteurs ou l'origine des reviewers, ou est-ce que c'est des femmes, ou est-ce que, voilà. C'est des choses, il faut qu'on fasse attention à ne pas introduire encore plus de biais dans tous ces phénomènes, enfin dans toutes ces actions d'expertise de la science.
Merci Christine Sorpé. Je vois Olivier Le Gall qui veut parler, mais Olivier Le Gall, la priorité, c'est les questions du public. Donc, je vais vous donner la parole, mais c'est vrai que je remercie tous les gens qui posent des questions. Je remercie les intervenants qui commencent à répondre. Je vois qu'Olivier Le Gall est très actif sur le sujet et répond à plein de questions. Donc, c'est super. Ce que je vais faire quand même, Olivier Le Gall, mais alors vraiment en 1 minute, je vous laisse réagir. Je pense que c'est peut-être sur la question de ce double aveugle dans le peer reviewing, dans l'évaluation, qu'on redise bien quand même, parce que tout le monde, certains sont très au fait de tous ces termes, d'autres peut-être un petit moins. Le peer reviewing, c'est donc l'évaluation par les pairs, par IRS, de publications scientifiques qui sont soumises à des éditeurs. Et après, il peut y avoir des échanges, effectivement, pour améliorer, pour que les résultats soient plus fiables, quoi. Olivier Le Gall, là-dessus, rapidement. En réponse à ce qu'on vient d'entendre, et puis aussi à la question, n'est-il pas paradoxal de rétracter quand un article est censé avoir été peer reviewé? Le peer reviewing, ça ne répond pas à la question de l'intégrité scientifique de manière très générale. C'est-à-dire que si par exemple des résultats ont été falsifiés, fabriqués, si le papier est une fraude, par définition, une copie d'un tableau de maître, elle est très difficile à distinguer du tableau de maître. Et donc voilà, et les peer reviewers n'ont pas, les rapporteurs n'ont pas les moyens de réexaminer les données, de vérifier si elles sont sincères, de refaire les calculs, etc. Ils n'ont ni le temps, ni le mandat d'ailleurs pour le faire. Et donc, ça ne répond pas exactement à cette question. Et le peer reviewing tel qu'il est actuellement, pose un problème en termes d'intégrité scientifique qui est assez important. C'est-à-dire que c'est le mieux qu'on puisse inventer. Hein. Donc, pour le moment, c'est le mieux qu'on puisse imaginer. Et je veux dire ça en petit A. Mais néanmoins, il y a des marges de progrès, notamment pour l'intégrité scientifique. Le fait qu'actuellement, un article qui soit soumis au peer reviewing de manière… disons, le côté confidentiel du processus. C'est-à-dire qu'on soumet à un éditeur qui envoie à des reviewers qui donnent une réponse, oui, non, éventuellement il détecte une fraude, l'article est rétracté et pas publié. Voilà. À ce moment-là, ce que font les auteurs, ils vont sur un autre journal. Et le fait que ce soit étanche, en fait, les processus soient étanches, ça favorise le fait de pouvoir se reporter sur un autre journal, de ne pas avoir l'information que le premier journal aurait pu détecter, premièrement. Et vous m'aviez promis de faire court, Olivier. Vous m'aviez promis de faire court. J'ai fini, vous avez compris le principe. Voilà. Donc, le fait que le processus soit opaque, on va dire, en tout cas confidentiel et étanche d'une revue à l'autre, c'est pas le plus transparent qu'on peut imaginer, et du coup, c'est pas un rempart aussi fort que ça. Voilà. Oui, alors, vraiment, c'est en 10 secondes, hein, parce que je… 30 secondes. Juste pour vous dire qu'on a quand même un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire cette étude transversale. C'est-à-dire que je ne vais pas aller simplement regarder. Et ça, c'est des outils que je mets à disposition. Je pense à des logiciels comme Authenticate qui permettent d'aller voir tout ce qui est publié sur Internet. Et nous, typiquement, moi, je suis capable de détecter, enfin, pas moi, mais les scientifiques qui regardent l'article sont capables de voir à un instant T si un article n'a pas été publié ailleurs, enfin, des choses comme ça. C'est quand même des outils qu'on met à disposition. C'est pas simplement, voilà. Et puis effectivement, vous avez raison. Il faut aussi que les données, elles soient ouvertes, et c'est pas toujours le cas. Et donc ça peut être effectivement un problème. On ne peut pas voir s'il n'a pas été soumis. On peut pas voir s'il n'a pas été soumis pour publication et refusé ailleurs pour de très bonnes raisons, par exemple. Oui, non, mais tout à fait. Ça fait partie de la discussion et du débat scientifique aussi. Je vais prendre les questions parce que sinon on n'y arrivera pas parce que le sujet est passionnant et on a des questions nous-mêmes entre nous, mais la priorité c'est quand même les questions du public. J'aurais plein d'autres questions à vous poser. Je les prends par ordre de vote. Vous savez que vous pouvez liker les questions. Donc celle qui a été le plus likée à 10 likes, c'est une question de Roger Guérin. Que pensez-vous des éditeurs qui vendent les publications, font payer les auteurs pour publier et font travailler gratuitement les relecteurs, évaluateurs? J'aimerais avoir Bruno Lina là-dessus parce que vous soumettez des publications. Est-ce que, je pense qu'on fait un peu référence aux revues prédatrices là. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Bruno Lina? Est-ce que vous êtes sollicité par ce type de revue? Alors oui, on est sollicité, enfin moi comme d'autres, on est sollicité très fréquemment par des revues, alors prédatrices ou non prédatrices, mais on voit bien que à partir du moment où on a soi-même publié un certain nombre d'articles qui sont parfois très cités, on fait partie probablement de gens qui sont ciblés pour éventuellement soumettre des choses. Et comme je vous l'avais dit lorsqu'on avait discuté, moi j'ai été victime d'une… Je ne sais pas si c'est uniquement moi, mais on ne vous entend plus, Bruno Lina. Est-ce qu'un autre intervenant peut me dire si on entend Bruno Lina? Non, il est parti. Malheureusement, il
Il a été effectivement déconnecté. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. Hein. La deuxième question la plus likée est aussi sur ce sujet des revues prédatrices. Là encore, peut-être, je ne sais pas, Lord Darcos, vous avez un avis là-dessus? C'est quelque chose que vous avez, un sujet qui a été évoqué dans les travaux parlementaires, ces revues prédatrices dans lesquelles on publie tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a par exemple une publication qui est passée dans une de ces revues sur l'impact de l'hydroxychloroquine sur les accidents de trottinette. Bon, je vois Bruno Lina qui est là, donc je vais lui redonner la parole. Désolé, c'est un problème de connexion, mais j'allais vous en parler de cet article qui est magnifique. Hein. Enfin, c'est terrible et c'est magnifique à la fois parce que on voit à quel point le contenu est inconsistant. Il est moqueur et malgré tout, l'article a été publié sans vraiment qu'il y ait la moindre correction et qu'il y ait le moindre regard critique. Mais je crois que même un scientifique hors du champ n'aurait jamais accepté qu'un article comme ça soit publié. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de revues dites prédatrices qui sont en fait là uniquement pour faire de l'argent sur le dos des papiers qui en général ont été refusés de façon systématique dans un certain nombre d'autres revues sérieuses. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à survivre et très régulièrement, même vous avez des propositions, lorsque vous avez publié un article dans une revue prédatrice, et ben le deuxième article, vous payez, mais vous avez 50% de réduction. Donc il y a une espèce de fidélisation et finalement les articles sont publiés, etc. Maintenant, le défaut de ce système, c'est que ces articles ne sont pas référencés. Donc on ne peut pas s'en appuyer pour faire pour communiquer dans PubMed, par exemple, que vous avez tel ou tel article. Mais c'est important. Et je crois que on en revient au fait que le peer reviewing est un processus qui est effectivement complexe, utile, très important, éminemment difficile, et qu'il y a quelque chose qui a été évoqué qui est le temps de la science. Et la crise Covid a été vraiment un enjeu majeur de la compréhension du temps de la science et du temps de la communication et du temps politique, le temps des médias et le temps de la science, c'est pas du tout la même chose. Et donc, il faut admettre que la science, si on veut qu'elle soit sérieuse, il faut qu'elle prenne du temps. Il faut qu'elle prenne du temps pour être faite, il faut qu'elle soit pensée, il faut qu'elle soit réfléchie, et il faut qu'ensuite, lorsqu'on la communique, elle soit évaluée comme il faut. Et c'est vrai que il y a un processus d'évaluation rapide qui existe maintenant dans un certain nombre de revues, mais qui est très difficile à faire très sérieusement. Et on voit que quand il y a des rétractations, c'est justement parce qu'il y a eu un processus d'évaluation rapide qui a été fait. Et que là aussi, je suis sollicité par les revues prédatrices, mais aussi par des revues très sérieuses qui demandent de façon incessante à faire du reviewing sur les articles qui sont soumis. Et quand on veut le faire sérieusement, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Lord Darcos, je voulais vous faire réagir là-dessus. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez évoqué. C'est vrai que on l'a un tout petit peu dit aussi, votre combat il est un peu aussi contre le tout science ouverte, parce que vous dites qu'il y a un pan économique des éditeurs indépendants qui pourraient mourir, selon vous, si je comprends bien, hein, si on va vraiment vers le tout ouvert. Voilà, à la fois sur ces revues un peu fantasques là, et dangereuses même, on peut le dire, et l'ouverture de la science. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, mais justement, d'ailleurs, ces revues prédatrices montrent qu'il faut rester dans un cadre, si possible, le plus vertueux et le plus professionnel. Les éditeurs privés et publics, mais qui ont l'habitude de publier les savants, les scientifiques, ont besoin, alors bien évidemment économiquement, de survivre. Là, on parle bien évidemment de la crise Covid et donc des sciences dures, mais je pense aussi à mes amis des sciences morales, des sciences humaines, excusez-moi, sociales, sociales, hein, qui est un domaine où vous avez des tout petits éditeurs qui survivent à peine avec un système économique, un équilibre économique précaire, et avec pourtant des très bonnes plateformes comme Kern, etc. Mais si on reste même sur les sciences dites dures, oui, on essaye. Notre rapport sur l'OPEX, il était amené par la Commission Culture parce qu'on défend les droits d'auteur et on défend les éditeurs privés de tous bords. Et je remercie Elsevier. On parle toujours d'Elsevier ou de son concurrent direct, mais derrière ce groupe qui, au fond, défend aussi l'ensemble de la profession. Ils sont d'ailleurs
ensemble au syndicat national de l'édition, c'est toute une profession, tout un pan qu'on essaye de sauver. Et ce que je n'admets pas, c'est que finalement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche préempte complètement ce sujet au motif que les scientifiques ne sont pas comme un auteur de romans ou d'essais qui ont finalement besoin de vendre leurs publications pour avoir des droits d'auteur. Les scientifiques, avant tout, veulent se faire connaître et faire connaître leurs travaux. Mais du coup, le MESRI profite un peu de ce système-là en disant faites des licences libres, etc. Vous verrez, vous serez encore plus connus et vous aurez votre notoriété grandira. Mais au fond, c'est très dangereux parce que le monde du net, c'est une jungle où on peut avoir à ce moment-là, en effet, des notions extrêmement nocives, voire dangereuses et infondées. Donc, le professionnalisme des éditeurs permet en tout cas de garder pendant un certain temps, de pouvoir de faire un arbitrage avec les bons professionnels pour que ça soit des publications certifiées. Voilà. Je reprends le fil des questions aussi. Il y a une question spécifiquement là sur Elsevier, donc ça va être une question pour Christine Sampé. Question de Frédéric Bordignon. Elsevier fait aussi partie des éditeurs qui vendent les publications, je lis ce qu'elle écrit, font payer les auteurs pour publier et font travailler gratuitement les relecteurs, évaluateurs. Cela ne vaut pas que pour les revues prédatrices. Alors, je pense que dans font payer les auteurs, il y a ce système des APC, Article Processing Charges, donc des frais pour publier, que ça soit en libre accès directement. Christine Sampé, une réponse à cette… qui n'est pas une question, ce qui est un point de vue. Voilà. Non, mais ce qui est vrai, et là, je voudrais remercier Laure Darcos sur ce qu'elle a dit sur les éditeurs scientifiques. Je pense que nous, on a besoin de vivre, on a besoin de modèles économiques qui nous permettent de faire notre travail, qui est cette diffusion de l'information, parce que ce n'est pas simplement mettre à disposition cette science, c'est structurer, c'est diffuser, c'est maintenir, c'est faire d'achat. Donc, c'est tout un travail. Donc, c'est vrai que derrière, on a besoin de modèles. Pendant longtemps, le modèle qui prédominait, ça a été l'abonnement, c'est-à-dire que c'était plutôt les gens qui voulaient lire qui payaient. Avec l'arrivée de la science ouverte, nos modèles sont en train d'évoluer. Alors, on est en train de faire ce qu'on appelle des accords transformants, c'est-à-dire qu'on est en train petit à petit, effectivement, de transformer le mode abonnement au mode, open science. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer progressivement, où il faut bien qu'à un moment donné, effectivement, on puisse nous aussi avoir ces financements pour pouvoir continuer à travailler, apporter cette rigueur scientifique. Dans notre travail, dans notre réflexion sur le peer review, bien sûr, d'abord, on essaie d'avoir de la transparence et de dire à quoi sert cet argent, mais on réfléchit aussi à faire, par exemple, à proposer ce qu'on appelle des vouchers, c'est-à-dire que si vous êtes un reviewer, on va peut-être vous proposer une réduction sur un prochain article que vous soumettrez. Mais c'est vrai qu'on est obligé de trouver un modèle économique, c'est vrai pour les petits éditeurs, c'est vrai pour nous, et que donc, on est en train, au fur et à mesure, de réfléchir à cette évolution de ce modèle économique. Et bien sûr, on charge. Et je voudrais juste peut-être revenir sur une petite chose qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a aussi peut-être je ne réponds pas directement à la question, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à l'évaluation de la recherche et l'évaluation de la science. C'est-à-dire que ces gens qui se mettent aussi à vouloir publier de plus en plus et qui sont aussi du coup peut-être plus sensibles aux revues prédatrices qui leur permettent, parce qu'eux font des énormes discounts justement sur les APC aussi pour attirer les gens, ils font des waiving. Et je pense qu'on va devoir réfléchir aux différents métriques pour avoir une meilleure évaluation de cette science et peut-être avancer aussi dans ce process à la fois d'open science et de publication. C'est vrai qu'il y a en plus toute une… Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, parfaitement. Et en plus, il y a toute une réflexion au niveau européen en ce moment sur une réforme de l'évaluation de la recherche avec une coalition qui se met en place. Et donc, ça va beaucoup bouger dans tous les pays de l'Union européenne là-dessus. Il y a une question qui est intéressante d'Alexandra Detrille. Qu'en est-il de la valorisation des résultats dits négatifs? La pression de publication veut qu'ils soient invisibilisés. Olivier Le Gall, peut-être là-dessus. Ces résultats négatifs, on les invisibilise? De fait, c'est plus difficile de publier un résultat négatif qu'un résultat positif de manière générale parce que l'histoire est moins excitante et puis parce que on n'utilise pas les mêmes statistiques pour démontrer que le Père Noël n'existait pas ou compter le nombre de Père Noël et qu'il soit éventuellement faible.
Et puis, je suis désolé s'il y a des gens, si j'ai cassé un mythe. Et puis, voilà. Donc, mais de fait, il y a des tentatives pour essayer de stimuler la publication des résultats négatifs, comme la préenregistrement des expériences, par exemple. On enregistre son expérience et puis ensuite elle sera publiée, même si le résultat est négatif, même si l'hypothèse de départ n'est pas vérifiée, en tout cas. Et donc, il y a des tentatives comme ça, mais qui restent relativement. Il y a plein de tentatives éditoriales en ce moment, de manière générale, y compris Peer Community In, par exemple, pour dynamiser le processus d'évaluation par les pairs et le rendre plus ouvert et plus transparent. Il y a plein d'initiatives comme ça qui vont dans le sens d'une science plus partagée et qui y compris, donc, parle des résultats négatifs. Parce qu'un résultat négatif, on a tout intérêt à ce qu'il soit porté à connaissance. Parce que, premièrement, ça montre que, par exemple, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, c'est un résultat négatif. Parce que ça évite à d'autres, éventuellement, de refaire les expériences, ou alors ils les refont en connaissance de cause. Je vais refaire la manip, mais je vais apporter quelque chose de différent, un regard différent, un savoir-faire différent, une approche différente. Et donc, peut-être que je vais arriver à casser ce résultat négatif, mais enfin, je sais qu'il y en a qui ont un résultat négatif. Donc, c'est globalement, publier les résultats négatifs permettrait d'avoir une meilleure efficacité du système dans son ensemble, on va dire. Je vois Christine Sampé, rapidement. Hein. Oui, tout à fait, très rapidement. C'est juste pour dire réponse courte pour qu'on puisse tous les prendre. Je suis très sensible à ça, peut-être parce que j'étais chercheur avant aussi, et qu'effectivement, ne pas refaire des choses qui ne fonctionnent pas et les donner à la communauté, c'est important. Mais quand j'en parle au quotidien avec mes rédactions, moi, ça fait presque 20 ans que je suis chez Elsevier, on n'arrive pas à monter des titres où vraiment les gens, où on arrive à voir que les gens ne soumettent pas finalement. Et aussi pour revenir sur les options de parce que c'est moins excitant. Ben oui, c'est peut-être moins valorisé parce que du coup, vous n'êtes pas dans les bonnes revues, qui n'ont pas le bon impact facteur. Du coup, vos points SIGAP ne sont pas bons, vous ne touchez pas d'argent. Enfin, c'est une espèce de cercle qui n'est pas très vertueux. De même, on ne republie pas des résultats qui ont déjà… On ne reproduit pas les résultats parce que c'est déjà publié. Oui, donc on n'aurait pas les sous pour refaire l'expérience. On n'aurait pas voilà. Et je veux dire aussi qu'il y a peut-être un petit décalage entre ce que nous, on a envie, les pouvoirs publics, les éditeurs et tout, et les gens, en fait. Dans une de mes revues, qui est d'ailleurs en partenariat avec l'INRA, on a voulu faire un peer review qui était fait par les lecteurs. C'est-à-dire qu'on met, l'article est soumis à la revue, il y a une expertise qui est faite par les rédacteurs, et on publie l'article, et on met un lien pour que les gens aillent commenter cet article sur une plateforme qui s'appelle PubPeer, qui est un petit peu comme PCI, qui permet ce genre de choses. Et bien, il n'y a pas de commentaires. En fait, c'est chose très étonnante. C'est une revue dans les sciences animales. Les gens ne font pas les commentaires, alors qu'on s'attendait justement que les gens soient très actifs sur le débat. Donc voilà, il y a une espèce de décalage encore entre faire qu'est-ce qui serait idéal, qu'est-ce qu'on aura envie de faire, et la réalité de l'action des gens. Allez, je reprends une autre question, alors qui n'est pas plus likée, mais après, la majorité n'a pas toujours raison. Donc, je prends aussi des questions qui n'ont pas forcément beaucoup de likes, pourquoi pas. Un peu précise, quelle place pour les cahiers de laboratoire dans le processus de vérification d'intégrité scientifique? Peut-être Bruno Lina là-dessus, vous qui menez des recherches au quotidien. Oui, alors les cahiers de laboratoire, pour expliquer, c'est l'espace où on enregistre, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est chercheur, l'ensemble des résultats, et ça permet normalement de montrer, il y a en particulier des conflits de date de publication de résultats, de savoir qui avait le premier résultat et qui potentiellement pouvait revendiquer éventuellement un droit sur quelque chose qui serait publié. Ce serait un processus terriblement compliqué. Enfin, retourner jusque dans les cahiers de laboratoire, même si maintenant il y en a des dématérialisés, c'est quand même terriblement compliqué et ça suppose qu'on ne falsifie pas non plus les cahiers de laboratoire. Donc, tout est possible. À partir du moment où on veut faire du faux, on peut faire du faux. Est-ce que maintenant il faut aller jusqu'à regarder le contenu des cahiers pour accepter ou non évaluer les papiers? Moi, ça me semble, déjà le processus est compliqué, là ça le complexifiera encore plus. Une question aussi là qui est beaucoup likée, donc je les prends aussi pour pas qu'on m'accuse de ne pas poser certaines questions. Voilà, question de Margot Lard-Pérez. Alors c'est peut-être plus pour Laure Darcos, puis après peut-être Christine Sampé un petit peu, mais Elsevier, parce que c'est lié aussi à votre combat
pour qu'on n'aille pas vers une science, faire de tout science ouverte et pour protéger, selon vous, des éditeurs indépendants. Donc la question ou le commentaire, Elsevier fait un résultat net de plus de 1,7 milliard de dollars annuels. Je n'ai pas le chiffre, donc je laisse à cette personne le soin de ses propos. Ne faisons pas comme si nous parlions d'entreprises qui survivent. Lors d'Arcos, effectivement, il y a quand même… Oui. Alors, non, mais je vois Madame Sampé aussi réagir. Si la personne a bien écouté mon propos juste avant, c'est l'arbre qui cache la forêt, Elsevier, mais bien évidemment que ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes combats, mais on part du même principe. C'est bien pour ça que je ne défends pas, je n'ai aucune action chez Elsevier, ce n'est pas mon propos, mais je parle bien d'autres petites revues, d'autres maisons d'édition qui survivent à peine. Et c'est le principe même du tout libertaire d'une certaine manière, hein, science ouverte, qui mettrait en péril les petits éditeurs bien avant Elsevier. Donc, c'est dans ce sens-là que mon combat pour défendre les éditeurs privés et même publics, hein, qui font bien leur job. Je reviens là-dessus tout à l'heure, c'est M. Lina qui le disait aussi, mais est-ce que les scientifiques doivent perdre beaucoup de temps à trouver eux-mêmes où ils vont aller publier, comment ils vont faire pour faire les procédures auprès du comité de l'office scientifique, d'intégrité scientifique. On a des gens professionnels qui le font aussi pour eux. Je ne pense pas que ça soit aussi dans leur ADN de devoir se transformer en éditeur ou en auto-éditeur. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, moi, c'est aussi pour ça que le ministère de la Culture, dans notre rapport de l'OPEX, doit absolument être partie intégrante des discussions sur la science ouverte. Je ne suis pas contre la science ouverte, mais je voudrais qu'on puisse, si possible, ne pas appliquer qu'un seul modèle, entre parenthèses le modèle diamant, et qu'on puisse continuer à avoir plusieurs modèles de publication pour laisser libre les scientifiques et les chercheurs choisir ce qu'ils préfèrent et, si possible, pouvoir continuer à ce que l'équilibre économique des éditeurs puisse survivre à cette vague du tout gratuit, tout libre. Voilà. Je ne sais pas si Christine Sampé, vous vouliez commenter, sachant qu'il y a une question aussi qui est pour Elsevier. Quelles actions mène Elsevier pour gérer la propriété intellectuelle des auteurs et donner des accès de lecture aux citoyens? Vous y avez peut-être un peu répondu. Sur la propriété intellectuelle, est-ce que c'est votre rôle? Je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment mon rôle, mais je pense qu'on veut parler des licences. C'est-à-dire que quand les auteurs publient chez nous, notamment en open access, ils ont le choix entre plusieurs licences. Une licence qui leur permet effectivement de repartager, c'est-à-dire que leur article est ouvert à tout, on peut réutiliser les données, republier, le saucissonner, faire ça, et puis des licences qui sont un peu plus restrictives. Donc ça, effectivement, on travaille là, on a un certain nombre de licences qui sont dans la publication en open access. Et c'était quoi la deuxième partie de la question ? Alors, il faut que je la retrouve, mais c'était… bon, alors, la propriété intellectuelle, vous avez répondu. L'autre, c'était juste un commentaire. Vous gagnez beaucoup d'argent. Sur le chiffre d'affaires d'Elsevier, voilà, par rapport aux petits éditeurs, aux éditeurs indépendants. C'est pas les mêmes volumes non plus. On a 2700 revues, on a un certain nombre de plateformes. Enfin, ouais, je ne vais pas répondre là-dessus. C'est un débat permanent. Voilà, moi, je suis surtout… moi, je suis éditrice. Ce que je pourrais rajouter, c'est que… moi, j'ai contribué, entre guillemets, depuis plusieurs années à demander en effet à Elsevier de négocier, de tendre la main et de faire des concessions même financières par rapport justement à Couperin dont on parlait. Parce qu'il est important que pour les bibliothèques universitaires notamment, les budgets de licence ne soient pas non plus astronomiques, hein, puisque en effet leurs finances sont aussi assez exsangues. Et voilà, donc je dois dire qu'on est aussi quelques parlementaires à avoir demandé il y a maintenant plusieurs années à Elsevier de faire cet effort et leur bonne volonté à essayer justement de mieux négocier, d'être peut-être un peu moins capitalistique en fait par rapport à Couperin, a montré leur bonne foi pour essayer de rester dans des prix entre guillemets raisonnables. Après, ça sera toujours trop cher. Mais de toute façon,
là où je pense qu'il y a une vraie hypocrisie, c'est est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est notre gouvernement, alors qu'on l'a vu avec la loi de programmation, qui finalement va financer l'ensemble à ce moment-là de la recherche et des publications. Les éditeurs sont là aussi pour pouvoir rééquilibrer, et c'est les éditeurs privés qui prennent en charge, en fait, à ce moment-là, beaucoup de choses aussi. Donc, c'est un peu facile de dire que tout va être gratuit et va être mis sur le net, parce qu'il y a quand même toujours, au fond, quelqu'un qui paye. Voilà. Et je ne suis pas sûre que ce soit le gouvernement qui puisse avoir les capacités financières, à ce moment-là, de financer l'ensemble des publications françaises. Je prends une autre question. La question des conflits d'intérêts est cruciale. Comment les intégrer dans le processus? Alors, d'IS, je ne vois pas quel est cet acronyme, mais peut-être ça vous parle. En tout cas, sur la question des conflits d'intérêts. Intégrité scientifique, bien sûr. Les RIS, oui, bien sûr, bien sûr. Bruno Lina, sur la question des conflits d'intérêts, c'est vrai que ça a été au cœur aussi peut-être dans la crise Covid, on en a beaucoup parlé. Quel regard vous portez là-dessus? Oui, alors en fait, pour moi, en termes de publication, il y a plusieurs niveaux de conflits d'intérêts. Il y a les copublications avec des industriels. Là, en l'occurrence, c'est un lien d'intérêt. Enfin, là, de nouveau, il y a une différence entre conflit et lien d'intérêt. Mais une copublication avec un industriel, c'est un lien d'intérêt où on a un travail qui a été financé par un industriel, qui est parfois designé par un industriel, qui s'appuie sur une équipe de recherche ou une équipe clinique pour évaluer un de ses produits. Et ça fait partie des choses qui sont faites assez régulièrement et qui sont publiées. Parfois, ce sont des résultats qui ne sont pas forcément fraudés. Les résultats sont parfois tout à fait objectifs, mais il est vrai que l'industriel est partie prenante directe de cette publication et est un acteur de la publication. Il y a ensuite les articles pour lesquels il y a eu un soutien industriel, c'est-à-dire que c'est un financement industriel qui, en tout ou partie, a permis de faire le travail, parce que la recherche coûte des sous. Et donc, dans ces conditions, en COCIDIL est indiqué le fait qu'une partie de ce travail était financée par l'industriel. Ça doit être clairement dit. Ça ne veut pas dire que l'industriel a eu les mains dans le cambouis par rapport à l'analyse des données, mais il a quand même permis le financement. Et puis, il y a des articles où il n'y a aucun lien d'intérêt qui est affiché, mais malgré tout, un scientifique ou quelqu'un qui est un publiant qui travaille dans un autre champ avec un industriel. Et là, normalement aussi, ça doit être annoncé. Mais de nouveau, ces liens d'intérêt ne signifient pas forcément qu'il y a eu une vision biaisée du résultat montré. En revanche, il peut y avoir un certain nombre de travaux qui sont orientés par l'industrie parce qu'ils savent que ça va être bénéfique pour la commercialisation de leurs produits. Donc, de nouveau, du point de vue de l'intégrité scientifique, ce n'est pas une falsification des résultats, mais ça peut être des articles qui sont sous une direction, une présentation particulière parce que étant favorable à un produit de santé qui est vendu par un industriel, ou ça peut être quelque chose de très neutre aussi, qui peut être parfaitement acceptable. Donc, on voit qu'en termes d'intégrité scientifique et de lien d'intérêt, il y a parfois une perception un petit peu compliquée pour dire que le scientifique qui travaille avec un industriel n'a pas forcément un esprit dévoyé par l'industriel, mais en revanche, il faut garder en tête que des copublications avec les industriels peuvent avoir une vision un peu particulière du travail. Olivier Le Gall, juste un petit mot quand même en tant que président du COFIS sur ces conflits d'intérêts. C'est quelque chose que vous gérez aussi au COFIS? Non, le COFIS ne regarde pas ça. En fait, donc, non, le COFIS ne regarde pas, enfin l'Office de manière générale, ne regarde pas la question des conflits d'intérêts de manière parfaitement spécifique. Il regarderait, c'est plutôt le travail du collège de déontologie au ministère de la Recherche et des délégués à la déontologie, dans les référents déontologie dans les différentes administrations, dans les universités et établissements. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on regarde. Par contre, ce que Bruno Lina vient d'évoquer, l'impact que ça pourrait avoir, le cas échéant, sur l'intégrité des travaux de recherche, ça, c'est dans notre sujet. Oui, je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. Il est 12h14, donc normalement on termine à 12h15. Il y avait peut-être une question, mais alors du coup il faut répondre en 1 minute pour qui veut. Je la reformule un peu. Est-ce que l'enjeu de la science ouverte n'est pas de pouvoir, pour les chercheurs qui sont sources de recherche,
d'exploiter leurs propres données, les valoriser avant qu'elles ne soient exploitées par des méga sociétés d'exploitation de données type GAFAM. Donc le sujet, effectivement, c'est vrai, dans la science ouverte, il y a aussi cette notion des données qui sont très importantes. Vous en aviez parlé, je crois, Bruno Lina, quand on avait préparé ensemble cette table ronde. Voilà, la question des données et de leur exploitation, finalement, par de grandes sociétés internationales. Oui, alors je peux donner un élément. En fait, il y a dans la science ouverte, en fait, il y a la base de données et quelque chose qui peut être utile pour tout le monde. Et donc, il y a quelques exemples de sciences très ouvertes, enfin, qui sont en fait des bases de données comme l'EMA, qui sont des bases de données génétiques sur la génétique des virus. Il y a un certain nombre d'autres bases de données qui sont en accès libre et qui sont alimentées très régulièrement par des chercheurs. Parce que si on veut avoir une vision vraiment globale de l'évolution d'un certain nombre de pathogènes, il faut qu'on ait des informations les plus récentes et surtout d'origine diverse. Et donc, c'est indispensable que d'avoir accès à ces bases de données pour être le plus précis dans notre recherche. Derrière, il faut qu'on trouve un système qui permette de faire un retour vers le déposant sur ces bases de données. Et l'enjeu sur la science ouverte, à mon avis, il est là. Il n'est pas tellement sur l'intérêt ou non de partager, c'est forcément super intéressant et très utile, mais il faut que celui qui dépose finalement pour tout le monde, eh bien, s'y retrouve lorsqu'il y a des publications qui sont faites en utilisant ces données. Merci. Je pense que ce sera le mot de la fin. Encore un grand merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur la science ouverte et l'intégrité scientifique, deux sujets intimement liés, on l'a vu. Un grand merci à nos intervenants du jour, qu'on peut applaudir derrière nos écrans, même si ça ne fait pas de bruit, pour le temps qu'ils nous ont consacré et toutes ces informations qu'ils nous ont données. Voilà, on vous dit à Newstank à demain à Sorbonne Université, dans le grand amphithéâtre, pour la 3e journée de ce Think Éducation et Recherche 2023. Et pour l'heure, 12h15, il est temps d'aller déjeuner. Donc, bon appétit à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.